En général, les égyptologues ne raffolent pas des pyramides parce qu'il y en a trop. Il y en a une centaine. Et aussi, je pense qu'elles ont mauvaise réputation parce qu'elles ont attiré pas mal de farfelus. La Grande Pyramide a un certain pouvoir sur les gens. Selon moi, c'est celui de faire disparaître tout bon sens. On a avancé énormément de théories à propos du Sphinx, mais aucune n'a résisté. Nous, les égyptologues, nous avons la preuve que le Sphinx date de l'époque de Képhren, le bâtisseur de la deuxième pyramide et du plateau de Gizeh. Mais les preuves qui rattachent ces monuments à Képhren, le roi Khéops et à son époque, sont-elles en béton? Frank Domingo, expert en identification judiciaire, a comparé la seule statue connue du roi Khéops au visage du Sphinx. Les manuels d'identification judiciaire, rédigés par l'inspecteur Domingo de la police de New York, sont utilisés dans le monde entier. Il fait autorité en la matière. Après avoir vérifié toutes les mesures, les angles et les proportions, j'en suis arrivé à la conclusion que le grand sphinx de Gizeh ne représente pas la même personne que la statue du pharaon Képhren. Depuis 1993, les théories avancées par les experts sont remises en cause. Le débat est relancé, car les techniques de pointe utilisées par une nouvelle génération de chercheurs remettent en question les évidences du passé en fournissant des preuves irréfutables. Ce qui est en jeu ici, c'est l'histoire de la civilisation. Les choses ne sont pas linéaires depuis ce stupide homme des cavernes jusqu'au génie que nous sommes, avec nos bombes à hydrogène et nos dentifrices à rayures. Pour moi, il ne fait aucun doute que les Égyptiens étaient les héritiers d'un antique savoir et d'une antique sagesse. C'est absurde de dire, comme le font les égyptologues, que ces monuments datent la jeunesse d'une civilisation. À mon avis, ces monuments signifient la fin de quelque chose, plutôt que le début de quelque chose. Il y a la grande qualité astronomique des pyramides, l'alignement stellaire des puits. Tout nous laisse à penser que la réponse n'est pas ici-bas, mais là-haut. Contrairement aux égyptologues conventionnels, Robert Bauval et Graham Hancock ne cherchent pas des objets enfouis dans le sol. Ils utilisent un ordinateur pour reconstituer le ciel des temps passés. Regarde, c'est tout à fait surprenant. Tout l'agencement indique la date de 10 500 avant Jésus-Christ. Un autre chercheur, John West, a utilisé la géologie pour arriver à la même conclusion. Cette science indique que le grand sphinx de Gizeh a été arrosé durant de nombreux siècles par de fortes pluies. Quand ces pluies sont-elles tombées pour la dernière fois en Égypte? Plus depuis 12 000 ans. Les géologues donnent raison à John West, aux grandes dames des égyptologues. Le journaliste Paul Roberts a couvert les débats. West est un véritable cauchemar pour les experts. Voici quelqu'un qui sort de l'ombre avec une théorie bien pensée, bien présentée, décrite avec cohérence et bien expliquée, regorgeant de données irréfutables. Et il vous coupe l'herbe sous le pied. Comment les experts réagissent-ils? Ils l'ignorent, en espérant qu'il va s'en aller. Mais ce n'est pas le cas. Ce phénomène d'érosion a toujours été bien visible. Pourquoi personne n'y avait-il fait attention avant? Personne ne cherchait à le voir. C'est un peu comme quand vous cherchez des pommes de terre, vous pouvez traverser un champ rempli de diamants sans les voir. La géologie était considérée comme secondaire. Personne ne cherchait les traces d'érosion. Personne ne les trouvait. La civilisation pourrait-elle être beaucoup plus ancienne que nous le pensons? Les implications de cette théorie sont déroutantes. Une civilisation inconnue et avancée à l'âge de la pierre? Quand tout cela a-t-il commencé? Les égyptologues fixent le début soudain de l'histoire d'Égypte à environ 3000 avant Jésus-Christ. Avant cela, disent-ils, la vallée du Nil n'était peuplée que d'immigrés primitifs venus du désert du Sahara.
Les égyptologues n'ont que peu de moyens à leur disposition pour établir la chronologie de l'Égypte ancienne. En voici un. La liste des rois d'Abydos. Ici, nous voyons le pharaon Séti qui dit à son fils Ramsès II, « Regarde, mon fils, voici la lignée de tous les rois d'Égypte, en partant de Ménès, le premier roi de l'Égypte dynastique. » Mais les égyptologues s'arrêtent ici, en 3000 avant Jésus-Christ, et ils ne tiennent pas compte de l'autre côté du mur, là où Séti dit à Ramsès, voici ce qui s'est passé bien avant le règne de Ménès, il y a des milliers et des milliers d'années, quand la terre d'Égypte était gouvernée par les dieux et les demi-dieux. Les livres d'histoire enseignent que l'Égypte vient à peine de sortir de l'âge de la pierre quand soudainement, en un tournement, elle est capable de produire ces structures énormes et parfaites. Et tout ça pourquoi? Pour couvrir le corps d'un roi défunt. Cette théorie du tombeau uniquement ne tient pas debout. En dépit de 100 ans de recherche scientifique, de nombreuses questions essentielles se posent encore. Par exemple, seuls 3 rois de la 4e dynastie de Pharaon ont érigé ces monuments le temps d'une vie. Qu'est-ce qui les a poussés à entreprendre un type de construction inédit et qui le resterait par la suite? En fait, les pyramides semblent émerger d'un trou noir dans l'histoire de l'architecture. Ces montagnes de briques en train de s'effriter datent de la 3e dynastie, ces gravats de la 5e. C'est comme si la 3e dynastie avait construit la Forté et la 4e la Porsche. Puis, pour l'une ou l'autre sombre raison, la 5e dynastie en serait revenue à la bicyclette. Vraiment, ça n'a aucun sens. Les monuments de Gizeh présentent des caractéristiques inattendues. Ils sont situés avec une précision miraculeuse à cheval sur le 30e parallèle. Est-ce une simple coïncidence? Ces gens connaissaient-ils la forme et les dimensions exactes de la Terre? Tout aussi miraculeusement, ces structures gigantesques sont impeccablement alignées suivant les points cardinaux, est-ouest et nord-sud. La précision de ces alignements est étrange et n'a plus jamais été atteinte dans aucune structure moderne. Comment une telle précision a-t-elle pu être obtenue il y a presque 5000 ans? Il y a 500 ans, notre propre civilisation n'était même pas sûre que la Terre était une sphère. Ce n'est que depuis 300 ans que nous connaissons les dimensions exactes de la Terre, mais ces gens savaient. En effet, la Grande Pyramide est le modèle mathématique de l'hémisphère nord à l'échelle de 1,43/200. Cette figure n'est pas le fruit du hasard. Les astronomes savent qu'il s'agit du phénomène appelé précession, en relation avec le mouvement de la Terre autour de son axe. La Grande Pyramide incorpore la valeur transcendante du nombre pi, qui représente le rapport constant du diamètre d'une sphère à sa circonférence, la base des mathématiques poussées. Cette figure n'est pas le fruit du hasard. Les astronomes savent qu'il s'agit du phénomène appelé précession, en relation avec le mouvement de la Terre autour de son axe. La Grande Pyramide incorpore la valeur transcendante du nombre pi, qui représente le rapport constant du diamètre d'une sphère à sa circonférence, la base des mathématiques poussées. Il est évident que nous avons ici un système très avancé de mathématiques et de technologie datant d'une époque où, en principe, cela n'existait pas. Pour obtenir ces résultats, les bâtisseurs du passé ont dû avoir recours à une pente de 52 degrés, la seule qui convenait. Est-ce que ce sont vraiment des coïncidences? La précision de ces monuments est presque obsessionnelle. Prenez les côtés de la Grande Pyramide. Chacun fait 227 mètres de long, et pourtant la différence moyenne de longueur entre eux n'est que d'à peine 12 cm. Cela fait 0,01%. Une telle précision est inégalée de nos jours. Difficile d'imaginer que ces monuments sont l'œuvre de primitifs tout juste sortis de l'âge de la pierre. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Cette précision d'exécution est porteuse du message des anciens.
Nous n'étions ni des fous, ni des simples d'esprit qui dansaient en face de prêtres superstitieux. Nous allons vous montrer notre savoir et notre précision. Rien n'a été fait par hasard, prenez-nous au sérieux. Selon les égyptologues, les bâtisseurs de pyramides ne méritent pas d'être pris au sérieux en ce qui concerne leur précision. Ils utilisaient des pentes rudimentaires, avaient des esclaves pour ouvriers et n'arrivaient même pas à se décider sur l'endroit où ils allaient enterrer le roi défunt à l'intérieur de la pyramide. Au fond, il y a cette chambre souterraine. Les experts s'accordent à penser que c'est la chambre funéraire originale qui a été abandonnée au profit de celle-ci, construite 40 mètres plus haut. Une nouvelle modification du plan les a fait abandonner cette chambre de la reine pour construire finalement la chambre du roi. Erreur sur erreur. Voyez comme ces joints sont minces. Impossible d'y introduire une lame de rasoir. C'est certainement la preuve d'une technologie avancée et d'une préparation méticuleuse. Ces bâtisseurs n'utilisaient pas le travail des esclaves et ne commettaient pas d'erreurs bizarres. Et ce n'étaient sûrement pas des gens qui changeaient d'avis sur l'emplacement d'une chambre funéraire dans la pyramide. Changer le plan intérieur une fois, c'est une aberration technique. Mais le changer 2 fois, c'est tout bonnement inconcevable. Certains de ces blocs placés dans le haut de la pyramide pèsent chacun autant que 100 grosses voitures. Les égyptologues se sentent étonnamment peu concernés par ce fait, mais honnêtement, pas nous. Je suis ingénieur et je peux vous dire qu'il faut une grue spéciale pour soulever des blocs de cette taille. Alors un peuple qui n'avait pas ce genre de machine, qui ne disposait même pas de la plus élémentaire des poulies ou des roues, comment s'y est-il pris? En se servant de simples outils en cuivre? Les manuels scolaires disent que ces pyramides étaient des tombes royales comme toutes les autres. Mais à l'intérieur de Gizeh, on n'a trouvé ni momie, ni inscription, rien. En plus, certains des pharaons de la 4e dynastie ont bâti 2 pyramides. Pourquoi? Avaient-ils l'intention d'être enterrés dans 2 endroits à la fois? Et pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il laissé d'inscription? Pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il indiqué clairement à la postérité qu'il était le propriétaire des lieux? Posez-vous la question, si vous veniez de construire le plus grand tombeau de l'histoire de l'humanité au prix de dizaines d'années d'efforts, laisseriez-vous le monde s'interroger sur votre identité? N'y aurait-il pas là autre chose qu'un simple tombeau? Cette construction pourrait-elle faire partie d'un tout autre projet?